There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Virginia Tengvald, votre premier roman s'appelle « Les enfants du large ». À la fois enquête familiale et carnet de bord, il explore l'ombre d'un père mythifié, un navigateur dont l'existence a fasciné. Un père qui avait écrit sa légende à travers des livres, se présentant en aventurier idéaliste, en homme libre. Dans ce roman, vous prenez la parole et vous posez la question « À quel prix cette liberté a-t-elle existé ?» Vous explorez avec courage les dommages collatéraux de sa trajectoire. Et votre parcours personnel, chaotique et douloureux, en fait partie. Vous êtes née à bord d'un bateau, Virginia, l'Artémis, qu'il avait construit de ses mains. Quelques années plus tard, le voilier fait naufrage, emportant votre père et votre petite sœur, Carmen. Votre frère Thomas est le seul survivant. Il mourra en mer à son tour, en 2014. Votre roman s'ouvre par ce naufrage. Il rembobine l'histoire ensuite dans un ordre dénué de chronologie, rythmé par votre course-poursuite de ces 3 fantômes, 5 à la réflexion, puisque les mères de Carmen et Thomas, toutes 2 mortes en mer, hantent également votre texte. Les enfants du large est un roman aquatique. Il coule, il tangue, il éclabousse. Je ne suis pas surprise qu'il rafle autant de prix et une telle attention de la part des médias qui saluent unanimement la naissance d'une écrivaine. Et je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui, Virginia. Merci pour cet accueil, je suis bouleversée. Avant toute chose, j'aimerais comprendre comment est née cette vocation d'écrivaine. Racontez-moi votre rencontre, votre toute première rencontre avec l'écriture. Ma rencontre avec l'écriture, je pourrais pas dire ça date de quand. Je crois dès que j'ai appris à écrire, je me suis mis à écrire des poèmes très jeune, écrire des chansons, écrire dans mon journal intime. Ça a toujours été très important pour moi, l'écriture, et je souhaite que ça le soit pour tout le monde. Je trouve que tout le monde devrait écrire tout le temps. Il y a des correspondances aussi qui apparaissent dans votre texte, d'ailleurs dès votre enfance. Le fait d'écrire des lettres. D'ailleurs, quand on communique avec des gens qui sont sur des bateaux, les lettres sont souvent des bonnes façons de rester en lien. Est-ce que c'est le fait d'avoir observé aussi l'existence de ce lien de correspondance qui vous a donné le goût de l'écriture ? En fait, j'ai écrit beaucoup de lettres à mon frère que j'ai pas envoyées. Et très très récemment, j'ai retrouvé, et je sais pas comment ça m'était échappé, cette lettre, mais une lettre de mon frère qui me remerciait d'une lettre que je lui avais écrite quand j'étais enfant. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a mis un baume sur le cœur parce que je me suis dit, je lui ai au moins envoyé une lettre. Je me suis toujours intéressée, je crois, à l'écriture parce que je me suis toujours intéressée au récit. Peut-être parce que j'étais née sur un bateau qui avait fait naufrage. J'avais pas vraiment de sentiment d'appartenance parce que c'est comme si mon pays ou ma patrie avait coulé. Avait pas juste coulé, avait été complètement détruite, décimée. Parce qu'au fond de l'océan, on ne trouvera pas le bateau de mon père. Il est vraiment, ça a été un naufrage extrêmement violent. Et j'avais l'impression, par contre, que j'avais une appartenance envers ce récit. Donc, j'ai appris à connaître mon père par ses écrits à lui. Ouais. Ça a été super important pour moi parce que c'est par l'écriture ou les récits que j'ai pu comprendre qui j'étais, d'où je venais. Donc, c'était essentiel pour moi. Mais à un moment, on dirait que ce récit s'est tourné contre moi parce que j'ai senti qu'il agissait sur moi d'une façon dangereuse. Il avait une emprise sur moi.
et qu'il y avait une force destructrice derrière aussi, qui était entremêlée avec ce récit. Donc l'écriture était particulièrement importante pour moi parce qu'il fallait que j'apprenne à me réapproprier le récit pour pouvoir conjurer le sort ou neutraliser ce pouvoir qu'il avait sur moi. Il y a plusieurs passages dans le livre où on voit votre père qui écrit et qui reste dans le bateau pendant que femmes et enfants débarquent pour s'activer, acheter des choses. Lui, c'est l'écrivain maudit qui reste à bord de son bateau pour transmettre ses mémoires. Est-ce que le fait que votre père se vivait, lui, comme un écrivain, ça vous a situé dans une forme d'héritage vis-à-vis de lui, ou plutôt dans une forme de rupture, de disruption? C'est vrai que quand on voit nos parents faire quelque chose, même si je ne me souviens plus, mais quand on conçoit nos parents, on pense automatiquement qu'on peut faire la même chose qu'eux ou que c'est à notre portée. Et j'ai découvert en faisant la recherche que mon grand-père aussi, il avait écrit un roman en norvégien. Et ça me donnait quand même un indice sur l'héritage que j'avais eu. Et après, encore récemment, j'ai découvert que mon arrière-grand-père, il était libraire à Oslo. Alors, c'est une prédestination peut-être. C'est fou comment même, je sais pas s'il y a un lien à ta vie qui fait en sorte qu'on reproduit des schémas à l'infini comme ça, mais non, je me sens dans la continuation, peut-être parce que j'ai vu le pouvoir des histoires, le pouvoir de fascination des histoires, et j'ai eu envie de continuer ça, oui. Quelles étaient les histoires qui vous fascinaient, vous, quand vous étiez enfant ou adolescente? Je crois que mon premier coup de cœur, c'était Monsieur les enfants de Daniel Pénac, que j'ai lu à 12 ans. Et c'était le premier roman peut-être adulte que je lisais, où il y avait cet humour décapant, et ça avait été une révélation peut-être. C'est mon premier souvenir d'un roman qui m'avait vraiment happée. Vous avez eu plusieurs vies avant d'écrire ce livre. Votre premier geste de carrière, c'était vers la musique. Vous êtes aussi essayé au cinéma, à la réalisation de documentaires. Est-ce que c'était des premiers pas vers cet acte d'écriture? Je trouve ça intéressant d'avoir commencé avec la musique parce que même quand j'ai fait du cinéma, j'ai vu à quel point je pouvais transposer mes connaissances en musique, en cinéma. Et c'est la même chose encore avec l'écriture. Je crois que quand je passe d'un médium à l'autre, j'amène toujours un peu les autres médiums que j'ai connus avec moi. Et je pourrais comparer des scènes à un morceau de musique où il y a une introduction, il y a des questions, il y a des réponses, il y a un climax, il faut qu'il y ait une sorte de résolution. Et je crois que ça structure ma pensée, oui, la musique, même en écriture. Et après, le cinéma aussi, quand j'écrivais, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer ouvrir la scène avec une caméra. Alors, d'abord, je voyais des rochers, il y avait un gros plan sur un crabe, et après ça, on lève la tête et on voit les enfants. Et après, on découvre le sujet de la scène. Alors, ça aussi, ça m'intéressait beaucoup d'apporter mon expérience en cinéma et en écriture. Mais par contre, l'écriture, ça a vraiment été une révélation parce que je pouvais parler des textures, des odeurs, de mes impressions, des sensations. Et je pouvais encore ajouter une nouvelle couche pour ensorceler, pour jeter un sort sur les gens, pour leur faire sentir ce que j'avais envie de les faire sentir, pour les placer dans un endroit. Alors, oui, je continue à réaliser, c'est encore une passion, mais j'adore écrire et à chaque médium enrichit l'autre. Oui, et puis c'est un gros moyen de production. C'est peut-être ça la différence principale entre l'écriture et le cinéma, c'est que ces sensations-là, vous nous les procurez avec simplement votre plume et votre feuille de papier. C'est ça qui est magique et les sensations sont extrêmement fortes dans ce livre. C'est un livre aussi qui est, je dirais, monté. C'est en ça que je pensais aussi au cinéma en vous lisant, qui est monté d'une façon absolument pas chronologique. Ce sont plus les émotions qui nous portent d'une scène à l'autre, les souvenirs de la narratrice, plus que vraiment l'ordre logique ou temporel des choses. Et je me suis demandé si on pouvait aussi lire la trace de votre vie très nomade. Vous êtes né en mer, vous avez passé votre petite enfance à Porto Rico, vous avez grandi à Toronto, à Montréal, Paris. Est-ce que ce nomadisme a un impact sur votre façon d'écrire et de composer surtout? Forcément, parce que je crois que
j'ai moins intégré les codes des sociétés, mais des codes que les gens n'ont même pas conscience qu'ils ont assimilés et qu'ils suivent. Alors, je suis beaucoup en observation, mais comme un enfant qui guette des géants dans le monde et qui essaie toujours de comprendre comment le monde fonctionne et quelles sont les forces qui motivent les gens, à quelle loi est-ce que les gens obéissent vraiment, et ça change d'une culture à l'autre. Alors, c'est sûr que ça m'a gardé toujours sur mes orteils de changer de société, de culture. Et après, il faut que tu te réinventes à chaque fois d'une place à l'autre. Et ça, à chaque fois que tu changes d'endroit, tu perds quelque chose de toi, où tu as moins accès parce que tu peux moins le communiquer et tu gagnes autre chose. Alors, d'une culture à l'autre, tu changes un peu de personnalité, même de réflexion. Et je parle même pas du masque que tu as avec les autres, mais ta manière d'être au monde change. C'est lié à la langue aussi ? À la langue, absolument. Ça, c'est la différence la plus forte, encore plus que les codes sociaux, c'est la langue. J'ai pas accès aux mêmes émotions d'une langue à l'autre, aux mêmes réflexions, aux mêmes réflexions abstraites. Je suis pas la même personne tout à fait en anglais et en français. Et beaucoup de ce livre m'est venu à l'esprit en anglais et je le traduisais, mais je l'écrivais pas en anglais, je le traduisais simultanément. Mais si je l'avais écrit en anglais, il me serait venu autant en français qu'en anglais, je crois. Alors. Et pourquoi le résultat final, c'est dans cette langue-là, c'est dans une langue qui est finalement pas la langue natale de votre père ? Non, mais c'est la langue qu'il y avait sur le bateau entre 0 et 2 ans. Alors, c'est la langue que tout le monde parlait sur le bateau. On aurait pu parler en anglais aussi, mais je crois que mon père était norvégien, mais il avait grandi à Paris et il se sentait plutôt français. Alors, il y a peut-être cet attachement-là. Et je crois que le français, c'est ma langue d'adoption et c'est la langue qui me ressemble le plus, je crois, dans mes sensibilités. Parlez-moi de la rencontre avec votre éditrice. J'avais une amie qui était amie avec elle et qui lui avait parlé de mon livre. Ça l'intéressait, qui avait fait le pitch. C'est quand même assez vendeur comme histoire. Et j'ai été la rencontrer. Et c'est drôle parce que elle en parle comme... Je suis arrivée comme une apparition dans son bureau. Et justement, les codes sociaux, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais elle m'a vue comme tellement étrange, comme une entité flottante, un peu perdue. Mais elle était tout de suite intriguée, en fait. Et je lui ai envoyé quelques scènes et elle était vraiment engagée tout de suite. C'est tellement important de bien s'entourer, de gens qui nous comprennent, qui aiment ce qu'on fait, qui ont confiance en nous, parce que je ne crois pas que je l'aurais fait sans elle. Est-ce que vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous l'avez tenu entre vos mains pour la première fois, ce livre ? Oui, j'étais... c'est un mot qui me vient en anglais, elated. Mais c'est pas tout à fait extatique, c'est pas ça, mais c'est une joie très intense. Mais c'était encore difficile d'y croire, même en le tenant dans les mains. Incrédule alors, un peu. Ouais, incrédule. En train de me dire, je me suis lancée dans le vide et maintenant je suis dans le vide et tant mieux, j'aimais ça comme ça. Il y avait aussi le sentiment qu'il ne m'appartenait plus, ce qui était un soulagement. Et oui, de concrétiser quelque chose, c'est sûr que ça fait du bien. Comme un lest qu'on lâche ? Oui, absolument. Et il y a une femme dans un café qui avait lu mon livre, que j'ai rencontré par hasard et qui m'a dit « Mais ton passeport, c'est ça ». Et elle l'avait sur elle, le livre, et elle m'a montré. Et je crois qu'elle avait raison, et ça m'a vraiment frappée, que j'avais un objet comme un passeport, mais comme une existence, comme un rapport aux autres, que j'avais quelque chose de concret, presque comme normalement on a un passeport. Mais c'est comme si ça avait concrétisé mon rôle auprès des autres, ou la place que j'occupais au sein d'une société, et ça m'a ancrée. Alors oui, c'était un ancrage, un passeport. Une identité. Une identité, oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page Bien sûr. De ce premier roman ? Bonaire, côte est de l'île, juillet 1991. Un crabe bleu, visqueux et luisant, campé sur les rochers. Les enfants l'ont vu. Ils s'approchent lentement. Ils sont 3. Le corail est tranchant comme un poignard. Il suffit de l'effleurer pour saigner. Il veille à ne pas se couper. Le corail est mort depuis longtemps. Des squelettes blancs et friables,
les bras tendus vers le ciel comme s'ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Ils craquent sous les pas des enfants, leur éclat roulant en cascade avec un tintement de clochette. Le crabe déguerpi disparaît dans les crevasses. Les rires des enfants se mêlent au vent. Leur peau est collante et leurs lèvres salées. Entre chaque vague qui se fracasse sur la côte, la brume reste suspendue dans les airs, immobile et scintillante au soleil. Ils n'ont pas conscience de la chaleur dont le vent est incessant. S'ils ne font pas attention, ils finiront par s'étourdir. Les alizés, chauds et chargés de sel, arrivent de loin. On entend leurs grondements au large, telle une nuée inquiétante. Ils ont traversé l'Atlantique et se déversent sur l'île en un flot continu et puissant. Ils dévorent tout au passage. Les enfants crient pour se faire entendre, mais le vent emporte tout avec lui, leurs paroles et même leurs pensées. Merci beaucoup. Alors, le livre s'ouvre sur une scène glaçante, une scène de mort dont on vient d'entendre les premiers coups de pinceau. Le corps de votre petite sœur, Carmen, qui est ramenée au large sur la plage après le naufrage. Pourquoi avoir choisi un point de départ aussi brutal et aussi visuel ? Parce que c'est peut-être l'élément le plus important de l'histoire, c'est la mort de ma sœur. Et je trouve que souvent, la mort de ma sœur, qui avait 8 ans, est traitée comme une arrière-pensée ou un dommage collatéral. Alors que je crois que la tragédie de toute cette histoire, c'était la mort de cet enfant qui vraiment n'y était pour rien et qui méritait juste qu'on la protège et qui avait le contrôle sur rien. Alors, j'ai commencé par la découverte de ce corps. Aussi, j'ai été inspirée parce que j'ai trouvé des vraies correspondances, juste avant de l'avoir écrit, cette scène, où il y avait des gens d'une ambassade, je crois, qui essayaient de comprendre ce qu'ils devaient faire avec les corps et qui décrivent, qui sont dans la confusion totale parce que c'est des enfants nés en mer, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de famille, qui ont à peine une nationalité, qui ont la nationalité de pays où ils n'ont jamais mis les pieds. Alors, c'était vraiment un désastre administratif pour eux. Et je lisais cette confusion-là dans les lettres et il disait, il y a 3 enfants qui ont découvert le corps en jouant. Et c'est comme ça que j'ai su, je ne savais pas ça, que c'était 3 enfants qui avaient découvert le corps. Et quand j'ai imaginé cette scène, j'ai compris, c'est ce qui a donné l'élan à tout le roman. C'est ce qui avait été très difficile jusque-là, c'est que je ne savais pas comment écrire des scènes où je n'avais pas été. J'arrivais pas à trouver le point de vue, j'arrivais pas à trouver le ton qui me semblait naturel. Et là, j'ai compris que j'étais un fantôme au-dessus des épaules des enfants qui les suivaient et qui voyaient ce qu'eux voyaient. Et en fait, je crois que c'était le ton qui fonctionnait le mieux pour moi parce que ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que j'ai tellement vécu avec les morts et dans ces récits de mort que j'avais l'impression d'appartenir autant au monde des morts qu'au monde des vivants. Donc c'était parfait de me positionner comme un fantôme qui voyait de manière très sensorielle aussi, un peu comme une incantation qui pouvait raconter ce que les enfants voyaient. Et c'était comme ça que j'ai su comment me situer dans la scène. Alors ça, c'est là que j'ai trouvé la clé en fait de l'écriture de tout le reste du roman. C'était avec cette scène-là après la découverte d'une vraie lettre. Il se passe quelque chose de magique, parce que dès l'instant où on a enclenché, en fait, où l'impulsion est donnée avec cette scène, on ne peut pas refermer le livre. Et vous parlez de cette présence presque fantomatique de la narratrice dans tout le récit. Et c'est vrai qu'il y a à la fois beaucoup de sensorialité, beaucoup de descriptions, d'atmosphère, mais il y a aussi beaucoup d'ellipses. Il y a quelque chose de très minimaliste, même dans l'expression des émotions. Et je me suis demandé si ces ellipses n'étaient pas aussi une volonté de refléter tous les silences, tous les non-dits qu'il y a dans cette histoire ou dans ces histoires juxtaposées. C'est vrai qu'il y a un sentiment de silence ou peut-être de vide, parce que l'impression que ça me donne, c'est d'être dans le vide face à une fatalité. Et je trouvais que, justement, de
ne pas mettre d'emphase sur les émotions et ne pas mettre d'emphase sur la tragédie et de la dire assez simplement, avec beaucoup d'ellipses, ça la rendait plus percutante et ça faisait plus ressortir une sorte de condamnation ou sentiment que inéluctabilité, qu'il y avait quelque chose de la fatalité. Il y a quelque chose d'implacable dans le destin que vous déroulez à travers les pages du livre. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est tellement happé. On a l'impression qu'on peut rien y faire, que ça va continuer de se dérouler. Je trouve que quand on décrit des choses tragiques, ça vaut pas la peine de creuser. Je trouvais ça plus efficace et élégant, le silence, et peut-être plus digeste aussi. Oui, ça fonctionne vraiment très bien. J'aimerais bien vous imaginer à votre table d'écriture. Comment avez-vous écrit ce livre ? Est-ce que vous étiez assise à un bureau ? Vous étiez dans quelle ville ? Dans quelles circonstances ? À quelle heure de la journée ? J'étais à Paris, sur la table de la salle à manger, qui est aussi mon bureau. En fait, j'ai une place pour écrire et la place juste à côté pour manger. C'est comme ça que je délimite. C'est pratique. Mais j'ai vraiment besoin de silence et j'ai besoin de ne pas être interrompue. Ça a été au plus j'avançais dans l'écriture et au plus il fallait que je livre parce qu'il fallait l'imprimer. Et au plus j'avais de pression, au plus je sortais. Je me trouvais d'autres endroits que la maison pour pas être interrompue par mon mari qui vient se faire à manger, mon fils qui rentre de l'école. C'est vraiment important d'avoir une chambre à soi, comme disent certaines. Votre homonyme d'ailleurs, Virginia Woolf. Vous êtes allée aussi beaucoup enquêter. C'est une histoire vraie que vous écrivez et vous êtes allée rencontrer des personnes, des témoins de la vie de votre père, de votre frère. Comment avez-vous négocié avec la retranscription du réel et avec aussi l'acquiescement nécessaire, j'imagine, des personnes que vous aviez interrogées ? En fait, j'ai dit à personne que j'écrivais un livre. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'avais pas l'impression de dévoiler des choses compromettantes pour les gens qui étaient en vie. Je trouve qu'on a le droit de raconter son histoire et ce qui nous est arrivé et j'espère de tout cœur blesser personne, mais je trouve que c'est plus important de dire la vérité. Mais j'étais pas inquiète et j'étais un peu gênée parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont contactée après pour dire qu'elles étaient ravies de se retrouver dans un livre, mais j'avais pas eu le temps de le leur envoyer. Mais jusqu'à présent, tout le monde est très heureux. Et je l'ai vraiment pensé comme une fiction. Alors, je l'ai structuré en pensant à moi comme un personnage qui a un désir et une quête. Et c'était intéressant parce que pour trouver des solutions scénaristiques à mes problèmes d'écriture, il fallait vraiment que je m'interroge sur ce qui était vraiment en jeu, ce qui n'est pas forcément évident. Où étaient les failles, mes failles, les failles de mon frère, de mon père, comment est-ce qu'ils étaient reliés, qu'est-ce que je refusais de voir. Souvent, on est motivé par des forces qu'on ne comprend pas soi-même. Pour trouver des solutions pour écrire, il fallait vraiment que je cherche dans moi. Et après, j'ai pris des libertés au niveau, par exemple, j'avais la famille de Simone Orgias. J'ai inventé un personnage pour incarner 3 personnages que j'avais pas envie de présenter au lecteur. Mais j'ai pas inventé des propos, ou j'ai pas inventé des éléments de relation qui n'existaient pas. Mais j'avais pas un souci journalistique. D'ailleurs, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que vous ne tombez pas dans l'écueil de vouloir refaire justice. Vous ne cherchez pas des responsables, des coupables, vous n'accusez pas, vous présentez les choses en fait, ni comme une journaliste, ni comme une policière, d'une façon en fait qui est simplement votre point de vue, le seul possible. Il y avait cette volonté délibérée de ne pas trancher. Non, en fait, j'ai vraiment essayé de trancher, mais c'est un peu étrange. Des fois, je me demandais, parce que mon père, il était accusé d'avoir assassiné 2 de ses femmes et peut-être d'avoir tué ma sœur aussi. On comprend très mal le naufrage, alors il y a aussi la théorie du meurtre-suicide. J'ai vraiment cherché des éléments de preuve pour me faire une idée. Et à chaque fois que je trouvais des éléments de preuve à charge contre mon père, je trouvais aussi d'autres éléments qui pouvaient le disculper. Et j'en suis venue à comprendre que j'allais jamais être
sûre à 100% de ce qui est arrivé, à moins que je continue à avoir des témoignages et des éléments de preuve. Il y a encore des gens qui m'écrivent pour me dire, qui ont lu le livre et qui disent moi je l'ai connu, j'ai des correspondances. Alors ça continue à m'intéresser et je continue à découvrir des nouvelles choses. J'aurais aimé me faire une idée, mais j'arrive pas à savoir dans une certitude totale. Et aussi, je m'intéresse beaucoup à l'ambiguïté morale. Pas que ça m'intéresse, mais je trouve que les gens sont ambigus moralement de manière générale. Et je parle de la violence de mon père. Souvent, les gens disaient il peut pas avoir tué ses femmes parce qu'il était tellement en contrôle, il était tellement calme et égal toujours à lui-même. Des fois, je trouve ça plus inquiétant qu'autre chose. Mais je me suis demandé si, pour autant, il n'était pas capable de tuer ses femmes quand elles sentaient qu'elles lui échappaient ou qu'elles allaient partir avec leur enfant. Et je raconte une scène où j'ai l'impression que mon ex-conjoint me rend folle et je pense à le pousser en bas d'un volcan. Pas en éruption, mais quand même. C'était haut quand même. C'était haut. Et si j'ai inclus ce passage-là, c'était parce que je voulais montrer cette ambiguïté morale et cette prise de conscience que j'avais, même si je ne le dis pas explicitement, qu'on ne sait pas de quoi on est capable et dans quel état on peut se mettre. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très calme et d'égal à moi-même. En parlant d'ambiguïté, il y a un personnage qui est bouleversant dans le livre, c'est la figure de votre frère, Thomas. Et justement, ça m'a troublée tout à l'heure quand vous m'avez dit que vous aviez écrit ce livre comme un fantôme. Il y a plusieurs passages où j'ai eu l'impression qu'il était sur votre épaule et il était en train d'écrire presque le livre avec vous. Il y a des scènes d'ailleurs où vous vous amusez, où vous espérez presque que les gens, en vous regardant, en voyant votre visage, voient le visage de votre frère. Est-ce que c'était un peu l'écrivain fantôme du texte avec vous ? Oh, ça me donne des frissons. J'ai pas pensé à ça, mais oui, je le souhaite en tout cas que j'ai tellement de compassion pour mon frère et c'était quelqu'un qui avait tellement de potentiel, c'était quelqu'un qui avait une intelligence, c'était un génie, mais littéralement. Il avait été accepté à l'université de Cambridge en mathématiques et en physique fluide alors qu'il n'avait jamais été à l'école de sa vie. Il a appris à lire tout seul, tout ce qu'il a appris, il l'a appris tout seul dans les livres. Et c'était quelqu'un de lumineux, mais tellement démoli. En fait, c'était pas possible pour lui de surmonter toutes les tragédies qu'il avait vécues. Donc, j'ai beaucoup de tristesse et d'empathie pour mon frère. Et c'était un miroir pour moi. D'abord, quand j'ai rencontré mon frère, j'attendais de voir mon miroir pour la première fois parce que je ressemble à personne, en fait. Je me projetais dans mon père et les idéaux de mon père. Et j'attendais cette rencontre avec mon frère pour qu'il me montre comment faire dans la vie pour repartir sur sa trace et pour reprendre le chemin. Et quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé un miroir, mais pas le miroir que je croyais. Et en fait, je voyais quelqu'un avec une pulsion de mort, je voyais quelqu'un de dangereux qui avait été affecté en fait par cette histoire. J'ai vu comment l'histoire agissait sur lui et je me reconnaissais aussi là-dedans. Alors c'était un miroir, juste pas le miroir auquel je m'attendais. C'est peut-être pour ça aussi que j'espérais que les gens voient son visage sur mon visage et je leur demandais ce qu'il avait parlé de moi. Il avait dit à un navigateur qu'il avait une sœur au Canada et qu'il pensait que c'était celle qui survivrait. Et ça m'a... Oui, alors c'est pour lui aussi que j'ai écrit ce livre. Est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire ? Est-ce que ce livre est venu réparer votre santé, aussi bien physique que mentale ? Ça m'a vraiment fait du bien d'écrire. Et je recommande à tout le monde d'écrire sur leur vie, de voir leur vie comme un récit. Mais oui, ça m'a absolument fait du bien parce que il y avait toujours eu ce récit, mais qui existait dans la sphère publique. Il y avait la mythologie familiale, comme toutes les familles ont. Mon père, c'était vraiment aussi un mythe ou un héros, une sorte de légende vivante, et après plus qu'une légende. Donc, l'histoire de sa vie était bien connue, et je m'étais toujours projetée dans ce récit. Mais comme il l'avait raconté de son point de vue, où c'était lui la vedette,
et tous les autres autour de lui qui ont perdu la vie, c'était des dommages collatéraux. Moi, je trouvais que c'était comme ça qu'il en parlait. C'était presque un mal nécessaire pour une quête beaucoup plus grande et beaucoup plus noble, comme une quête de liberté et d'aventure. Et il avait même appelé son livre « Quel qu'en soit le prix ». Et c'est en écrivant le livre et en faisant la recherche que j'ai compris que le prix, c'était nous. Et qu'il fallait qu'on reprenne l'histoire autrement. Il y avait des pièces manquantes dans l'histoire, il y avait des non-dits. Il fallait que ces choses-là soient dites pour que moi, puisqu'il reste moi, mais aussi les enfants de mon frère et mon fils, qu'on puisse se construire sur des bases solides, parce qu'on ne peut pas se construire sur des non-dits. Et aussi qu'on mette sur papier, ou on mette dans le monde, une version de la liberté, ou de la quête de liberté, où la vie mène pas directement à la mort, où on ne doit pas vivre au bord du gouffre et sacrifier nos femmes et nos enfants pour être libres. Alors, ça me permet de continuer à me voir dans les qualités de mon père, d'aventurier, d'explorateur, mais en faisant la part des choses et en compartimentalisant. Alors, ça me permet de juste me réapproprier l'histoire. Ça vous a fait grandir? C'est le livre de l'âge adulte? Oui. Mais en fait, je voulais pas d'enfant avant toutes ces démarches. Et c'est en apprenant à connaître mon père et l'état d'esprit de mon père au travers ses propres correspondances en fin de vie que j'ai vu qu'en fin de vie, parce qu'il avait tellement pas tenu compte de la dignité de ces femmes en tant que personnes à part entière, que ces femmes étaient toutes parties. Ma mère était partie, les autres sont mortes. Il a fini seul et pauvre, coincé, vraiment comme un vieil homme fou. Et j'ai vu dans ses lettres qu'il perdait un peu les moyens, perdait la tête. Et j'ai compris que les autres, c'était pas l'ennemi de notre liberté. On pouvait nous-mêmes l'être, mais on avait besoin des autres pour être libre. Et que si je faisais comme mon père et que je croyais comme mon père qu'il fallait que je vive en autarcie et que je me protège des autres, que j'allais jamais être libre et que j'allais finir dans la solitude et la folie, comme lui. En parlant des autres, vous l'avez partagé avec des milliers de personnes, ce texte, qui a été hyper bien reçu dans les médias. Vous avez reçu des prix, vous avez été très distingué. Parmi tous les retours de lecture que vous avez eus, quel est celui ou quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Là, je dois dire que mon frère, comme fantôme, qu'il écrivait avec moi, ça m'a assez bouleversée. Je crois que j'ai pas eu de retour aussi fort. Donc c'est moi qui vous ai fait. Je suis très honorée. J'hésite presque à le dire parce que... Mais peut-être cette femme qui m'a dit que c'était mon passeport. Les gens remarquent des choses différentes dans le livre et souvent ça m'interpelle beaucoup. Que ce soit des passages différents qui marquent d'un lecteur à l'autre. Le retour, peut-être la joie de ma mère. Elle est très préservée, votre maman, dans le livre. Elle est peu présente. Elle est peu présente parce que, d'une part, c'est quelqu'un qui aimait pas trop en parler. Alors, elle était plus de l'école de « on dit pas les choses pour pas remuer les choses ». Mais je vois bien qu'elle souffre beaucoup, beaucoup de cette perte, la perte de ma sœur qu'elle avait élevée comme sa fille. Encore maintenant, c'est la tragédie de sa vie, mais aussi parce que ma mère avait pas beaucoup d'indices pour moi. Parce qu'elle avait 18 ans quand elle a marié mon père qui avait 62 ans. Elle a été 3 ans avec lui, puis elle s'est enfuie. Je crois qu'elle-même n'a pas compris ce qui s'était passé. Et je crois que c'est au travers de mes démarches qu'elle a pu mieux cerner qui était mon père. Ma mère n'était pas d'un grand recours, en fait, pour comprendre cette histoire et ce mythe. Alors, c'est pour ça qu'elle est peu dans le livre. Mais vous lui avez été d'un grand recours. Ouais. Comment vous avez vécu la médiatisation? Bien, c'est très émouvant qu'il y ait autant de gens qui lisent notre histoire. Des fois, j'écrivais des choses qui sont assez particulières et étranges. Et il faut que tu aies confiance. Et oui, je trouve que les gens ont compris des choses que j'ai dit qui étaient des pressentiments,
que j'avais cet univers marqué par la fatalité, la manière que j'étais envoûtée par le récit de mon père. J'étais pas certaine que les gens allaient comprendre ma quête. Et c'est vraiment une bénédiction de sentir que oui, t'es comme tout le monde et tu peux te faire comprendre. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que souvent, les gens, quand ils m'en parlent, ils me racontent leur secret de famille. Et leur histoire de famille, les non-dits dans leur famille. Et d'une part, on voit que les gens, souvent, ont des vies extraordinaires. Et on n'en a pas conscience, mais autour de nous, il y a une richesse de vécu et d'histoire que les gens portent en eux. Et ça veut dire que les gens aussi, ils ont compris qu'un thème important, c'est peut-être de rétablir la vérité. Et que c'est pas juste qu'on se construit dans nos histoires, mais on est notre histoire. Et il faut qu'on reprenne possession de notre histoire. Il faut porter attention à qui on donne la parole pour raconter l'histoire de qui on est en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que société. Qui raconte l'histoire de qui nous sommes. Et je crois que ça a parlé aux gens. Ça vous a donné envie de continuer à écrire? Absolument. Le sort est jeté maintenant. Je vais plus arrêter, j'adore. Alors on va terminer avec un petit questionnaire rituel. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine? C'est drôle parce que être écrivaine, c'est juste qu'on écrit, mais c'est un peu comme chanter. C'est dommage que ce soit un métier. Je trouve que ça fait tellement partie de l'âme humaine de chanter, d'écrire, qu'on ne devrait pas se priver sous prétexte qu'on n'est pas un écrivain ou pas une écrivaine. Alors, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu découvrir? Oui, peut-être ce que j'ai découvert, c'est à quel point on peut être compris et que même dans toutes nos différences, on reste similaire aux autres. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous? Je suis une tricoteuse compulsive. Effectivement, je ne m'y attendais pas. Quelle est votre idée du bonheur parfait? Il y a quelque chose en anglais encore qui s'appelle le flow, où c'est d'être emporté dans un élan et où on sent plus l'espace-temps. C'est des élans de créativité ou d'immersion totale où on sent qu'on est connecté avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Souvent, ça passe par la création, mais je crois que ça peut aussi passer par la relation aux autres. J'ai jamais vécu aussi intensément avec la relation aux autres, mais oui, c'est cet élan créateur. Le flow, ça sonne bien en français aussi et ça résonne joliment avec votre histoire. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité? De se faire confiance et de dire simplement ou faire simplement et sincèrement, parce que quand on est honnête et authentique, on a accès à une intelligence et un talent qui nous dépasse. On touche à notre humanité et on a accès à quelque chose qui nous dépasse. Et il ne faut pas essayer de faire, il ne faut pas essayer d'être intelligent ou de faire du style. Il faut juste dire sincèrement et quelque chose va émerger. À quoi ressemblera le deuxième roman? C'est aussi des ambiances inquiétantes, une menace latente, des histoires de famille, des relations tendues, des secrets. Je m'intéresse beaucoup aux thrillers psychologiques, en fait, et les relations qu'on a... les relations inquiétantes, mais sous des apparences anodines, ça m'intéresse beaucoup. Waouh, j'ai trop hâte. Merci. Merci beaucoup, Virginia. Merci, Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!